Bonjour, bienvenue sur la maïeutique. Bon, aujourd'hui, je vais être très dur. Alors, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière sur l'amour, qui était, je pense, relativement intéressante, plutôt à but philosophique. Aujourd'hui, on va rentrer dans quelque chose de très brut. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Je vais en fait vous expliquer que l'amour est une illusion qui a été inventée par la nature, en fait, au cours de l'évolution. Vous savez que je partage beaucoup de vidéos sur l'évolution des espèces. Donc si vous les coupez, c'est maintenant, parce que sinon, après, je vais déconstruire ce mythe, justement. Cette vidéo va un peu déranger, elle peut être insupportable pour certains. D'autres n'y croiront pas, le cerveau sera tellement choqué peut-être qu'il fera oublier complètement cette vidéo. Mais on va y aller, on va le faire jusqu'au bout. On va déconstruire cette sensation que l'on appelle l'amour. Et pour y arriver, on va l'observer sous un angle qui est rarement abordé. Le prisme de l'évolution de l'espèce. Commençons déjà par une remarque fascinante. Schopenhauer, le philosophe allemand, qui est mort en 1860, donc seulement un an après que Darwin publie son livre sur l'évolution des espèces, ce qui veut dire qu'il n'a pas connu les recherches et les résultats de Charles Darwin. Et pourtant, son intuition était frappante de justesse, parce qu'il prétextait que l'amour n'était pas un choix, mais une force vitale, une énergie aveugle qui pousse les êtres à se reproduire, à transmettre la vie, même si ça les rend malheureux. Aujourd'hui, c'est la biologie, l'ADN, la sélection naturelle qui nous le disent. Mais Schopenhauer, sans outils scientifiques, avait déjà compris l'essentiel. Que l'amour est peut-être un leurre, un mécanisme rusé de la nature, pour nous faire désirer ce qui sert l'espèce et non pour nous rendre heureux. Et une interprétation de ce que disait Schopenhauer peut être la suivante. Si l'homme croit aimer, c'est parce que l'espèce veut survivre. Donc imaginons une force invisible, plus forte que la volonté, plus ancienne que la conscience et plus rusée que nous. Et ce n'est pas un dieu, ce n'est pas un destin, c'est tout simplement la nature. Avec son obsession, la survie de l'espèce. Alors, au fil des générations, elle a inventé une illusion puissante, assez forte pour nous faire perdre la tête, risquer nos vies et changer nos trajectoires. Et cette force, on l'a appelée l'amour. Et ce n'est pas l'amour romantique des films, ni les poèmes d'amour ou les chansons, mais l'amour brut, l'amour biologique, l'amour programmé. Chaque fois qu'on tombe amoureux, ce n'est pas nous qui choisissons. C'est notre conditionnement, notre ADN, c'est notre cerveau qui obéit à des pulsions. C'est la nature qui parle à travers nous et nous oriente vers une seule chose, la reproduction pour la survie de l'espèce. Mais pour que ça marche, il faut que l'illusion soit parfaite, qu'elle soit forte, qu'elle nous donne l'impression que c'est unique, que c'est pour toujours, que c'est elle, que c'est lui. Sinon, pourquoi s'attacher? Pourquoi prendre des risques? Pourquoi rester? Dans cette vision, l'amour est un leurre évolutif, un cocktail chimique, adrénaline, ocytocine, dopamine, un piège délicieux, mais un piège qui fonctionne. Vous me direz que c'est un piège cruel, c'est vrai, mais diablement efficace. Parce que grâce à ce piège, des milliards d'êtres humains sont nés. Et grâce à ce piège, on est tous là en train de regarder cette vidéo. Donc maintenant qu'on a posé le décor, pour expliquer tout ça, on va retourner dans le passé, à une époque où l'amour n'existait pas encore. Donc même si ça remonte à plus qu'Homo sapiens, pour faire de la vulgarisation, on va se placer dans le contexte de la préhistoire. Et on va imaginer qu'on est loin dans le passé, à une époque où l'amour n'existe tout simplement pas. Donc les hommes et les femmes vivent ensemble, coopèrent en groupe. Ils chassent, ils cueillent, ils s'accouplent. Sans romantisme, sans fidélité, sans attachement. Avec juste des interactions brutes, biologiques et efficaces. Et puis un jour, au hasard des mutations génétiques,
quelque chose se produit. Ça a sûrement été une petite variation biologique. Quelque chose de discret, mais de décisif. Prenons le cas d'un homme, quelque part, qui commence à ressentir quelque chose. Il pense à une femme, même quand elle n'est pas là. Il veut la retrouver, il s'inquiète pour elle, il veut la protéger. Il veut qu'elle aille bien, qu'elle survive, qu'elle ne manque de rien. Et c'est pas pour des raisons morales, mais parce que quelque chose au fond de lui le pousse à faire ça. Il n'en a pas conscience, mais ce comportement augmente les chances de survie de sa partenaire. Et surtout de ses enfants. Car une femme enceinte, une femme qui allait, a besoin de sécurité, de nourriture, de protection. Et justement, cet homme-là, en étant attentif, assure à sa descendance un meilleur départ. Et le résultat est immédiat. Ses enfants survivent plus souvent. Certains d'entre eux hériteront de ce même programme. Et ils en hériteront pas parce que le père l'a voulu, mais tout simplement parce que la sélection naturelle garde ce qui fonctionne. Et petit à petit, génération après génération, ce comportement, cette tendance à aimer, gagne du terrain. Pas parce qu'il est noble, mais parce qu'il est tout simplement utile. Et je rappelle que les autres membres de la tribu, qui n'ont pas eu ce comportement, cet attachement, ont moins transmis leur gènes. Donc c'est ainsi que dans le cerveau, au cours des générations, des circuits commencent à se former. Des circuits d'attachement, de reconnaissance, de sacrifice. Et c'est pas pour écrire des poèmes, mais pour protéger sa partenaire. Assurer la survie de ses enfants. Si on prend maintenant l'exemple d'une femme, donc à la préhistoire, qu'on regarde le point de vue féminin, elle vit dans un monde rude, dans un monde dur. Il n'y a pas de médecine ni de congé maternité. Être enceinte, c'est risquer sa vie. Accoucher, c'est aussi un risque pour sa vie. Élever un enfant seul, sans protection, sans feu, sans nourriture stable, c'est quasiment une condamnation à mort. Alors, ici aussi, la nature invente une solution. Ça ne s'est pas fait en une fois, ni en un jour. Mais petit à petit, des variations, des ajustements, des micro-sélections. Et un jour, une femme développe un comportement nouveau. Elle ressent un attachement émotionnel. Pas à tous les hommes, à un seul. Celui qui reste, celui qui partage, celui qui veille. Et ce lien affectif va changer la donne. Elle n'a pas besoin de comprendre pourquoi. Elle se sent mieux auprès de lui. Elle est plus calme, plus en confiance. Elle se sent aimée, ou plutôt sécurisée. Et ce lien, cette préférence, va avoir des conséquences concrètes. Elle va chercher à le garder. Parce qu'avec lui, elle aura plus de chances d'élever un enfant jusqu'à l'âge adulte. Et les résultats, encore une fois, c'est plus de descendants vivants, donc plus de copies de gènes. La nature, toujours pragmatique, ne garde que ce qui marche. Ce lien émotionnel, cette forme précoce d'amour, fonctionne. Du moins, fonctionne mieux que ceux de la tribu qui n'y étaient pas soumis. Et c'est comme ça que le programme de l'amour est implanté dans l'espèce humaine. Il est installé dans nos cerveaux comme un logiciel dans un ordinateur. Pas pour rendre la vie belle, mais pour assurer la continuité de la vie. De nos jours, des milliers d'années ont passé. On a quitté les grottes, on a inventé les villes, le Wi-Fi, mais ce programme, lui, il est toujours là. Bien caché dans les replis de notre cerveau. Toujours prêt à s'activer. Quand on tombe amoureux aujourd'hui, ce n'est plus pour survivre dans la forêt. Mais notre corps réagit comme si c'était encore le cas. On a le cœur qui bat plus vite, on pense à l'autre même quand on ne le veut pas. On veut la protéger, la séduire, la garder, tout sacrifier. Pour quelqu'un qui ne partage parfois pas les mêmes émotions. Et finalement, ce qui est le plus fou, c'est qu'on appelle ça la liberté. Alors que c'est probablement le plus vieux conditionnement que l'espèce humaine ait connu.
Ce que l'on croit être une histoire d'âme sœur est tout simplement une histoire de gêne. Maintenant, on va aborder un point qui est essentiel, c'est pourquoi l'amour est complètement inadapté à notre monde moderne. Parce qu'il y a quand même des choses à dire qui sont importantes sur ce point. Donc surtout à l'adolescence, on peut clairement dire, et encore pour certains aujourd'hui, que l'amour, c'est quelque chose qui nous fait penser à l'autre chaque minute. C'est vraiment une sensation qui est démesurément forte. C'est un élan vital. Mais qui était surtout vital à la préhistoire. Parce qu'à l'époque, les bêtes rôdaient, le monde était très dangereux, il pouvait y avoir des attaques des clans rivaux, et une absence de seulement quelques heures pouvait être fatale à notre partenaire. Alors oui, il fallait veiller à l'autre. Il fallait surveiller notre partenaire comme le lait sur le feu. Et ce lien puissant, cette obsession, était un outil de survie. Un couple soudé, c'était un abri, une protection, un espoir de lignée. Mais aujourd'hui, cette obsession n'est plus du tout adoptée. On vit dans des immeubles chauffés, on se déplace en voiture, on s'appelle en visio, les dangers ont disparu, enfin du moins presque, et pourtant notre cerveau, lui, n'a pas évolué aussi vite. Parce que lorsque deux adolescents le soir se séparent après les cours, leurs vies ne sont pas en danger. Mais leur cerveau, lui, il réagit comme si c'était la fin du monde. De nos jours, quand il y en a un qui part en vacances sans son copain, on sait qu'il ne risque rien pour sa vie. Mais le cerveau est conditionné pour avoir un manque physique, des sensations d'angoisse, voire une mini-dépression. Alors, je pense que vous l'avez compris, c'est parce que notre corps, notre cerveau, pense être encore à l'âge de la préhistoire. Il croit qu'en l'absence de notre partenaire, il y a un risque vital, une menace existentielle. Alors il envoie énormément d'alertes chimiques, de la mélancolie, du manque, de la jalousie, alors que dans la réalité de notre époque, il y a très peu de chances qu'il y ait un lion qui dévore l'autre pendant un week-end à la campagne. Et c'est justement là qu'il y a un problème. Ce programme préhistorique fonctionne encore, mais dans un monde qui ne lui correspond plus. Du coup, il nous pousse à faire des bêtises, des crises de jalousie absurdes, des messages à tout bout de champ, des décisions prises sous le coup des émotions primitives, alors que notre monde requiert du calme, de la lucidité et du recul. Donc, on le voit bien, on s'en rappelle, l'amour dérègle complètement nos comportements. L'amour, dans sa forme la plus passionnelle, peut devenir une véritable obsession. On passe des heures à s'écrire, à se répondre, à guetter le moindre signe. Et certains en oublient de manger, d'étudier ou de dormir. Le quotidien s'efface et tout tourne autour d'un seul être. D'ailleurs, on dit parfois vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais dans ces moments-là, c'est surtout notre équilibre psychique qui s'amenuise. Les pensées deviennent circulaires, obsessionnelles, intrusives. On relit les messages, on surveille les réseaux, on cherche des signes, on interprète des silences. On devient vulnérable. On accepte des compromis que dans d'autres états on aurait refusés. On pardonne l'inacceptable. On s'accroche parfois même au détriment de soi. Et dans cette spirale, il arrive que l'amour, même que l'on cherche à le préserver, on l'épuise. On le fragilise. Par excès de demande, par peur d'être quitté, par une présence trop constante, trop pressante, trop anxieuse. Et alors que ce mécanisme qui, à la préhistoire, garantissait la survie du couple dans des périodes de danger, devient aujourd'hui une source de déséquilibre. Parce qu'il continue de s'activer dans un monde qui aujourd'hui n'en a plus besoin. Bon, alors, finalement, ayant conscience de ça, comment est-ce qu'on peut aimer lucidement? Faut-il rejeter l'amour, s'en méfier, devenir froid, rationnel? Pas forcément. Mais il est temps de comprendre ce qu'on ressent.
de ne plus confondre l'amour avec une fusion aveugle, une dépendance et une perte de soi. Aimer lucidement, c'est d'abord être conscient de ce programme. Comprendre que ce que l'on appelle amour est souvent le fruit d'un conditionnement ancien, qui s'active sans qu'on lui demande la permission. C'est accepter que le manque, la jalousie, la peur ne sont pas toujours des preuves de sincérité, mais parfois des réflexes d'un autre âge. Aimer lucidement, ce n'est pas se laisser emporter par ces réflexes sans les interroger. C'est être capable de dire « je ressens cela, mais est-ce que c'est juste ? Est-ce utile ? Est-ce sain ?» Il faut arriver à garder une part de distance intérieure. Non pas pour se protéger de l'autre, mais pour ne pas s'oublier soi-même. Et aimer lucidement, ce n'est pas aimer moins, mais aimer mieux. Merci et au revoir.